3. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous envoyer la séance 4. Je vous envoie sûr et certain tout à l'heure les 2 séances plus un document pour la lecture. Bien, alors je vous rappelle tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, si vous voulez, l'essentiel, ça concerne le consommateur. Aujourd'hui, nous allons démarrer la stratégie, c'est-à-dire le plan stratégique, ou si vous voulez, la politique de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise et le plan d'action de l'entreprise. Voilà les 3 éléments qui sont les plus importants. Alors, ce que vous êtes censé maintenant, si vous voulez, mémoriser en quelque sorte, ou bien vous allez focaliser votre recherche sur beaucoup plus la décision d'achat d'un consommateur. Mais nous allons la voir du côté, si vous voulez, de l'entreprise. Alors, quand vous voyez là les étapes du processus d'achat, vous avez l'identification du besoin, la recherche d'informations, l'évaluation des alternatives, la décision d'achat et les sentiments post-achat. Là, vous êtes du côté du consommateur. Ça veut dire que vous êtes un consommateur et on est en train de voir comment vous, en tant que consommateur, vous décidez d'acheter un produit ou un service. Et quand, en principe, vous prenez cette décision d'achat, il y a certains éléments qui rentrent en jeu. C'est ce que nous avons vu, les éléments psychologique, social, culturel, etc. C'est ce que nous avons vu, les motivations, les freins et tout ce que nous avons vu, si vous voulez, pendant ces dernières séances. Maintenant, si je prends par exemple la première étape, la prise de conscience du manque, si vous voulez, ou l'inconscience manque d'un besoin, si vous voulez, ou tout simplement un consommateur, est-ce qu'il souhaite quelque chose qui va déclencher certainement l'achat d'un service? Donc, c'est l'identification en quelque sorte, si vous voulez, de problèmes. Alors, ça c'est du côté, si vous voulez, consommateur. Si l'entreprise, et si vous êtes un entrepreneur, pendant cette situation, si vous voulez, ce qui est important pour vous, en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que vendeur ou distributeur ou tout ce que vous voulez, c'est que vous allez en principe chercher une action à faire à ce stade. Et quelle va être votre action en principe, à votre avis? Je vous pose la question. En tant qu'entrepreneur maintenant, quelle va être votre action? Je vous écoute. Alors, je viens de vous dire rapidement, pour situer le problème, vous avez 5 étapes de processus d'achat. Si vous êtes un consommateur, il faut identifier en quelque sorte votre besoin. Donc, il vous faut une solution pour un problème. Ensuite, vous recherchez les informations. Ensuite, vous évaluez les alternatives que l'on vous propose, et ainsi de suite. Maintenant, ma question, c'est si vous étiez un entrepreneur ou un responsable d'une entreprise ou d'un rayon, quelle serait votre action en regardant les 5 étapes, si vous voulez, du processus d'achat? Je vais vous donner la première. La première, vous aurez aussi 5 étapes. Mais maintenant, vous n'êtes pas consommateur, mais vous êtes quelqu'un qui va... Oui. Oui. Rien que la première étape, s'il vous plaît. C'est tout à fait ce que vous avez dit. C'est tout à fait ce que vous avez dit. Ça veut dire que vous devez comprendre
les besoins des clients pour construire votre offre. Et offre, elle doit être pertinente et identifiée sur quelle, si vous voulez, motivation vous allez jouer. Parce que vous avez étudié ses besoins et vous avez étudié le comportement de ce consommateur, comment il essaye de trouver une solution. D'accord? Maintenant, si je passe à l'étape 2, recherche d'informations. Le consommateur fait appel à des informations externes, donc il cherche en fonction de ce qu'il a comme information et en fonction de ses expériences, en fonction de sa personnalité, en fonction de son entourage, et il essaye de trouver, si vous voulez, le produit qui lui convient en tenant compte des informations. Maintenant, si vous êtes entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous voyez, c'est la même chose. Maintenant, vous vous placez de l'autre côté. Alors, vous allez, en principe, identifier les sources par lesquelles les consommateurs cherchent ces informations et essayer, si vous voulez, de les identifier et en les utilisant. Si par exemple, le consommateur utilise Internet, pas que vous utilisez Internet. Si le consommateur souhaite ou achète à travers, si vous voulez, des prospectus écrits, alors vous allez chercher des prospectus écrits et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de chercher. Alors, dans cet esprit-là, moi, j'aimerais bien que vous réfléchissiez sur ces éléments parce que ça me paraît important de ne pas rester du côté du consommateur, mais de rester du côté aussi des entrepreneurs. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, le plus important, si vous voulez, c'est de regarder des deux côtés. Si je vais, par exemple, vers les sentiments post-achat, la dernière étape, le consommateur évalue, si vous voulez, toute l'utilité en quelque sorte de ce qu'il a acheté. Est-ce que j'ai fait un bon achat? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce qu'il y a un problème que je n'arrive pas du tout à résoudre? Mais maintenant, du côté, je parle beaucoup plus, si vous voulez, ici au niveau du consommateur, les problèmes qu'il a avec les marques. Donc, c'est beaucoup plus, ce n'est pas un produit ou un service, c'est beaucoup plus avec les marques. Mais si vous étiez un entrepreneur, un distributeur ou tout ce que vous voulez. Monsieur, le service après-vente. Le service après-vente. Oui, c'est le service après-vente. Voilà, vous allez réfléchir sur le service après-vente. Mais ce qui est important, et c'est là où j'aimerais bien que vous réfléchissiez, vous n'allez pas survendre, vendre à tout prix. Pas question. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que ce monsieur-là, il essaye de réfléchir et il va faire les avantages, les inconvénients, etc. Votre souci à vous en tant que... Voilà, donc il va revenir si il y a un bien fondé au niveau de l'offre que vous lui avez faite. Parce que vous ne l'avez pas trompé. Parce que vous n'avez pas triché. Parce que vous lui avez offert une qualité intéressante. Parce que vous avez satisfait ses priorités. Parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles, de votre côté, vous êtes censé réfléchir. D'accord? Alors, je vous donne maintenant simplement les processus, les étapes du processus d'achat, mais cette fois-ci, de l'achat de votre licence, c'est-à-dire licence en sciences économiques. C'est une formation, c'est un produit. D'accord? Vous étiez orienté à partir de votre baccalauréat. Orienté ou pas orienté, etc. Vous avez choisi les études en sciences économiques. Et vous avez recherché de l'information. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? C'était à vous de décider. Maintenant, vous avez fait S1, S2, etc. Et vous êtes, si vous voulez, en S5. Vous aurez S6 et vous aurez votre diplôme. Bien. Vous avez évalué tout cela
en fonction de ces 5 étapes, mais c'est vous le consommateur. Maintenant, si je prends l'université, si je vais directement à l'étape post-achat, ça veut dire après votre licence, comment moi, en tant qu'université, vais-je évaluer cette situation? Alors, écoutez bien, si maintenant vous avez trouvé un boulot, ou bien vous avez fait un master, vous avez fait tout ce que vous voulez après votre licence, et vous avez le sentiment, si vous voulez, d'être toujours étudiant, et vous voulez faire du bien pour l'université, revenir aux événements, parrainer certains étudiants, essayer de leur trouver des stages, essayer d'orienter les bacheliers quand ils viennent, donner un peu de temps de votre volontariat, enfin, de votre temps libre, etc., etc. Et bien là, l'université aurait bien fait, si vous voulez, son boulot parce qu'elle vous a étudié, elle a compris ce que vous voulez. Maintenant, ce qui est grave, la plupart d'entre vous souhaitent avoir leur diplôme et quitter la fac et ne plus jamais revenir. Pourquoi? Ah, d'accord. Vous voyez, ça veut dire que non, non, là, on est en train de parler en toute honnêteté, hein, en transparabilité, donc il n'y a pas de problème. C'est parce que vous n'êtes pas content de ce que l'université vous offre, tout simplement. Vous n'êtes pas content de ce qu'on vous offre au niveau qualité, au niveau service, au niveau offre, au niveau bourse, au niveau Wi-Fi, au niveau tout ce que vous voulez, si vous voulez, au niveau de votre faculté. Et bien, c'est pour cette raison-là que vous ne revenez pas. Parce que elle n'a pas étudié votre post-diplôme. Je dis bien post-diplôme. Eh bien, imaginez maintenant, je vous envoie un questionnaire, vous répondez au questionnaire, je fais des études, j'essaie de rectifier les choses. Eh bien, vous connaissez les associations des ex-lauréats, hein? Donc, si vous allez à Cambridge ou à Paris, à Sorbonne ou Oxford, etc., ce sont les anciens étudiants qui épaulent, en quelque sorte, si vous voulez, leur université. Et même les polytechniques, les polytechniciens maintenant, hein, donc, vous pouvez avoir dans la même association des ex-lauréats de 1960, hein, donc qui ont, je ne sais pas, 60 ans maintenant. Et ils sont toujours dans l'association avec les nouveaux étudiants. Et bien, c'est parce que justement, on a travaillé les deux côtés. Bref, alors là, c'est tout simplement un rappel de ce qu'on a fait, hein. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, il peut être en principe résumé, si vous voulez, dans ce tableau. Bien. Alors, la dernière fois aussi, je vous... Pardon, excusez-moi, je vais changer de... Voilà, c'est bon, vous me suivez. Maintenant, il y a un exercice que je vous ai donné la dernière fois. Est-ce que vous avez réfléchi à cet exercice? Vous l'aviez eu ou pas? Est-ce que vous, euh, est-ce que vous me suivez avec les diapos? C'est bien ça? Bien. Alors, ça, c'est tout ça. Alors, je vous laisse 2 minutes pour lire, si vous voulez, ce qui est écrit. Et je vous demande, c'est tout simplement pour avoir une idée, si vous avez compris, ce que c'est que euh, les informations dont nous souhaitons accompagner nos étudiants, n'importe quelle entreprise. Alors là, vous êtes
Là, vous avez un exercice. Et cet exercice, il vous dit et dites-moi si vous avez une idée ce que c'est que le micro-environnement de cette entreprise et le macro-environnement. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Part de marché. Bien. Alors, à votre avis, de quoi allons-nous parler au niveau de micro-environnement? Ce n'est là, vous êtes dans la peau. Oui, oui. Là, vous êtes non, non, vous êtes dans des généralités. On ne vous demande pas d'écrire. Ça veut dire il faut décrire, il faut détailler, il faut donner des informations concernant le micro-environnement et concernant le macro-environnement. C'est ce qu'on appelle le système d'information dont n'importe qui, ou tout à l'heure on a dit en tant que consommateur, vous êtes censé connaître la culture, les caractéristiques démographiques. Vous êtes censé connaître des informations concernant l'individu. Si vous êtes une entreprise maintenant et vous êtes dans les dosettes de café, on vous dit que vous avez normalement une grande entreprise qui détient 55% des parts, d'autres entreprises 23%, eh bien, il reste 16% de marché et votre offre elle doit répondre, si vous voulez, à ces 16%. Mais maintenant, on vous demande tout simplement de quoi est constitué votre micro-environnement et macro-environnement. On ne vous demande pas de détailler ni stratégie, ni plan d'action, ni rien de ce que vous allez faire, non. De donner tout simplement, je dirais, votre micro-environnement. Alors, ça c'est quelque chose de très important, parce que si vous n'êtes pas dans cette optique, hein, donc on aura du mal à comprendre tout ce qui va suivre, parce que vous allez avoir omniprésent dans votre esprit, hein, donc vous allez avoir à tout le temps ces éléments-là. Si vous ne les avez pas, donc vous ne pouvez pas traiter d'une manière
si vous voulez, intéressante, le marketing d'une entité. Alors, je vous donne quelques éléments. Alors, voici le micro-environnement. Vous avez les fournisseurs, c'est-à-dire les producteurs de café. Vous avez les réseaux de distributeurs. Vous avez les partenaires fabricants de cafetières, puisque vous êtes dans les dosettes. Vous avez les clients. Et vous avez les concurrents. C'est ça votre ossature du micro-environnement. Vous êtes censé connaître parfaitement ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils fabriquent, comment ils vendent, comment, etc. Ce sont vos concurrents, ce sont vos partenaires, ce sont vos distributeurs, vos clients, etc. C'est ça votre micro-environnement. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas la peine de dire que je fais du marketing. Ça ne sert à rien, parce qu'il faut les connaître par cœur. Et qu'est-ce que c'est que votre macro-environnement? Eh bien, ce sont les informations concernant, si vous voulez, toute la population, y compris votre micro, c'est-à-dire la démographie. Le vieillissement de la population, si vous voulez, il peut avoir des effets soit positifs, soit négatifs sur votre produit. Le contexte économique, le contexte technologique, l'aspect socio-culturel. Vous avez énormément de choses. Alors, un marketeur, moi je vous donne, si vous voulez, c'est un exemple qu'il existe partout, hein, mais c'est tout simplement pour vous sensibiliser sur l'information dont un marketeur est tenu savoir avant de démarrer n'importe quelle étude, quelle qu'elle soit, opérationnelle ou stratégique au niveau du marketing. Je répète, jusqu'à présent, nous avons vu un petit peu les bases, en quelque sorte, du marketing. Donc, il faut les s'accaparer, il faut les posséder, tous les mots-clés, toutes les définitions, y compris le comportement du consommateur et même de l'entreprise, sont très importants. Mais le système d'information marketing dont le responsable dispose est capital pour démarrer ce qui suit. Il faut qu'il soit omniprésent dans sa tête. Voilà. C'est pour ça que je vous donne, si vous voulez, ces éléments-là. Alors, quand on avait parlé de la publicité sur la prévention la dernière fois, eh ben, on ne l'a pas faite, si vous voulez, de rien du tout, hein, mais on l'a faite en observant les comportements de certaines personnes et leur amour pour les produits de luxe. Et aussi, si vous voulez, pour le lobbying que Jean-Paul Gaultier, enfin ce monsieur de la mode, etc., normalement laisse en quelque sorte, si vous voulez, au niveau de la population. Et on a essayé, si vous voulez, de capitaliser en quelque sorte sur ces idées-là pour donner une image forte qui est le luxe, la prévention, etc. Et on a mélangé la mort avec la vie, avec le plaisir, etc., pour sortir avec une certaine publicité qui, normalement, si vous voulez, suggère en quelque sorte des actions beaucoup plus intéressantes. Eh bien, c'est parce que nous avons de l'information. Et nous avons travaillé sur des informations que nous avons eues, que nous avons pu collecter. Ben, la même chose pour un marketeur. L'information, c'est l'essentiel pour démarrer le reste. Voilà, c'est ça, la chose la plus importante. Donc, il faut sortir un petit peu, si vous voulez, de son petit cercle, et puis aller chercher certaines informations, parfois même qui ne servent à rien, mais vous prenez l'essentiel qui va, en principe, vous aider à comprendre votre stratégie. Bien. Alors là, on va fermer le volet 1, si vous voulez, et on va démarrer, enfin le volet 1 et 2. Le volet 1, c'était sur, je dirais, les éléments clés du marketing. Le volet 2, c'était le comportement du consommateur. Et maintenant, on va essayer
le volet 3, qui va être consacré à la stratégie marketing. Donc, on va le voir probablement sur 3 séances. Bien. Alors, cette partie 3, vous allez normalement essayer de comprendre ce que c'est qu'une politique, un plan et une stratégie, ce que c'est que la stratégie marketing et la stratégie d'entreprise, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'utiliser une certaine, si vous voulez, planification stratégique, les niveaux de la stratégie et comment, si vous voulez, démarrer une politique ou je dirais un marketing stratégique d'une entreprise, quelle qu'elle soit, entreprise de service ou entreprise, si vous voulez, de produits. Donc, ça ne pose aucun problème. Alors, première chose, il faut savoir distinguer entre les 3 éléments: politique, plan et stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une politique? C'est un ensemble de décisions, de procédures et de règles de conduite adoptées à l'avance par l'entreprise pour une certaine période de temps, en vue, si vous voulez, d'atteindre certains buts, objectifs généraux. Donc, c'est toute la réglementation, la procédure et les décisions qui ont été prises pour atteindre un objectif qui a été tracé dès le début. Ça, c'est la politique d'entreprise. Et vous avez la stratégie. Ce sont, si vous voulez, les moyens d'action utilisés en vue d'atteindre les mêmes objectifs. Et ceci, maintenant, en prenant en compte, c'est ce qui est important dans la stratégie, tout ce que les adversaires font. Et d'ailleurs, la stratégie, si vous voulez, elle vient du terme de la guerre. Donc, la guerre, tout simplement. Stratégie, c'est l'attaque, c'est la guerre, c'est tuer l'adversaire, c'est anéantir le concurrent, etc. Donc, politique, ce sont les décisions, les règles, les procédures, etc. Stratégie, c'est un ensemble d'actions, de moyens que l'on utilise pour arriver à notre objectif, tout en ayant dans l'esprit, si vous voulez, une idée, c'est de contrecarrer toutes les positions concurrentielles de nos adversaires. Et qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est la liste de ces actions, assorties de leurs ressources, de leur timing, des coûts. C'est le détail pour y arriver aux objectifs. Voilà, c'est ça. Et le plan, il peut être à court terme, la stratégie, elle est à long terme. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, dès le départ, quand on parle de stratégie marketing, ne mettez pas du tout de plan à l'intérieur, ni de politique. Ce sont 2 choses différentes. On démarre par la politique générale de l'entreprise, ensuite il y a la stratégie, et ensuite il y a la planification. Essayez de réfléchir sur ce que je vous ai dit au niveau de la formation, de votre licence. Vous avez une politique, vous avez une stratégie et vous avez un plan. Même si vous n'arrivez pas à les évaluer d'une manière palpable, mais vous êtes dans ce sens-là. PSP, plan, stratégie, politique, stratégie et planification. Bien. La stratégie générale de l'entreprise, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs. On l'a dit. Mais ceci, c'est à long terme. Donc, on a une période de démarrage et on sait où aller. Donc, ce qu'on doit normalement chercher, c'est comment y aller. Et comment y aller, c'est la stratégie. D'accord? Donc, je suis dans une situation et je veux me déplacer. Donc, j'ai maintenant
10% du chiffre de PDM, enfin de part de marché, et je veux arriver à 30. Eh bien, il faut que je trouve le chemin pour y arriver. Et si j'arrive normalement, si vous voulez, à mon but, si j'arrive à atteindre mon but, eh bien, parce que la stratégie a été réussie. C'est dans cet esprit-là que l'on va parler, si vous voulez, de la stratégie marketing. C'est toujours à long terme. Alors, quand on parle de stratégie, il y a une démarche aussi. Elle peut être définie comme l'art et la manière, donc on va en parler tout à l'heure, de préciser la route à suivre, à moyen, si vous voulez, ou à long terme, mais pas à court terme, puisque là, vous êtes dans la planification, et en tenant compte de l'environnement. C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure. L'environnement externe et l'environnement interne. Et quand on parle de l'environnement externe, là, c'est l'analyse PESTEL ou l'analyse SWOT, hein, donc, quand vous avez fait en économie industrielle certainement, ou en microéconomie. Donc, c'est beaucoup plus une analyse stratégique. Quelle qu'elle soit, interne ou externe, elle va encore nécessiter le système d'information que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous êtes censé étudier votre micro-environnement et votre macro-environnement. Voilà. Donc, vous voyez que tout est lié depuis les définitions clés marketing et ce que nous avons vu sur le comportement de l'organisation ou le comportement de l'individu jusqu'à présent. Alors, donc, ayez toujours dans votre esprit la distinction entre politique, stratégie et plan. Là, on est dans la stratégie. Alors, toujours dans la stratégie marketing, ou le marketing stratégique si vous voulez, il faut qu'on arrive tout simplement à regrouper toutes les orientations et les décisions, hein, donc marketing d'une entreprise. Il faut qu'il y ait, rappelez-vous sur la démarche marketing, je vous ai dit qu'il y a une cohérence et une intégration. Donc, l'action marketing, en quelque sorte, elle doit être intégrée et cohérente avec la politique globale de l'entreprise, avec toutes les décisions, toutes les procédures. Et quand je parle des décisions, hein, au niveau politique, vous avez des décisions RH, comment on va recruter. Vous avez des décisions logistiques. Vous avez des décisions de production. Mais ça n'a aucun rapport avec le marketing. Mais quand même, au niveau, si vous voulez, de la vente ou bien au niveau de la distribution, eh ben, tout ce qui est produit, tout ce qui est RH, tout ce qui est, eh bien, il contribue. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une, si vous voulez, certaine synergie de toutes les politiques, quelles qu'elles soient, hein, même parfois des décisions relatives au marketing. Alors, le marketing stratégique, il permet aussi de définir les objectifs et développer les activités de l'entreprise. C'est en fonction de votre réussite. Et enfin, si vous voulez, c'est logiquement hein, donc, une stratégie marketing qui rend la stratégie globale de l'entreprise. Donc, on dit qu'une entreprise a une stratégie de recrutement, je dirais, ou chasseur de tête, hein, donc de haut niveau. Donc, elle cherche les compétences. Mais dans le recrutement, il y a aussi le marketing. Donc, vous essayez de réfléchir dans le global, hein, dans le global, surtout ce qui est important et dans le long terme. Alors, quand on parle encore de stratégie marketing, le choix d'une stratégie, il dépend de trois éléments. Les moyens, les objectifs et l'environnement. Aucune entreprise ne peut entamer une démarche ou une stratégie, si vous voulez, marketing, si elle n'a pas ces moyens-là. Humains, financiers, technologiques, etc. Et les objectifs, par exemple, augmentation de la part de marché, pénétration de nouveaux marchés, internationalisation
l'entreprise et l'environnement, taux de croissance du marché, la concurrence, etc. Moyen, objectif, environnement. Ce sont les trois bases essentielles pour une stratégie, quelle qu'elle soit. Stratégie financière, stratégie RH, stratégie marketing, stratégie de croissance, tout ce que vous voulez. Vous êtes censé avoir ces moyens-là. Maintenant, quand on pense au marketing, eh ben, tout ce qui est financier, c'est financier, humain, c'est humain, matériel, technologique, etc. Mais vous avez besoin, au-delà de ça, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'esprit marketing. Au niveau des objectifs, eh ben, augmenter la part de marché, c'est, si vous voulez, une stratégie marketing. Maintenant, hein? Et vous avez besoin de l'environnement macro et micro. Donc, ça veut dire le système d'information marketing, c'est-à-dire toutes les informations dont vous pouvez disposer, hein, donc pour, je dirais, aller de l'avant. Alors, toujours dans la stratégie marketing, elle prend en compte les aspects liés aux concurrents. C'est le macro-environnement, aux parties prenantes, à la technologie. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez parler, c'est un moyen, hein, c'est un moyen dès le départ, hein, comme la finance. La technologie, l'innovation, etc. et tout ça, ce sont des ressources qui peuvent, si vous voulez, vous faire réussir et dépasser en quelque sorte la concurrence. C'est une stratégie marketing qui est intégrée dans la stratégie globale. Hein. Et c'est pour ça que l'on parle, si vous voulez, généralement de PCMC, perspective de coordination marketing et commerciale. Il s'agit là d'une vision à long terme. Donc, c'est bon, on va les voir beaucoup plus longuement plus tard. Hein. Je vous laisse noter PCMC, hein, perspective de coordination marketing et commercial. Toute stratégie commerciale, toute stratégie, si vous voulez, commerciale, elle est intégrée automatiquement dans le marketing. Et il faut qu'il y ait une vision, hein, de synergie, une vision, coordination de toutes les actions entre le marketing et le commercial. Et souvent, on dit que un bon vendeur, un très bon vendeur peut faire un très bon marketeur parce qu'il connaît justement tout l'aspect vente et l'aspect, si vous voulez, relationnel. Et quand il intègre la section marketing, donc il peut facilement réussir parce qu'il a justement cette vision. Hein, et c'est quelque chose de très important pour l'avenir de l'entreprise. Bien. Remarque, le marketing stratégique est différent du marketing opérationnel. Là, on arrive à un moment qui est très, très important. Aucune orientation à court terme ne peut être stratégique. Jamais. La stratégie ou le marketing stratégique, c'est à long terme. Une action de promotion, elle est opérationnelle. Une action de communication, elle est opérationnelle. Mais une action de fixation de prix, elle est stratégique. Vous fixez un prix d'un produit, donc c'est à long terme. Vous n'allez pas fixer un prix maintenant et le changer le lendemain. Mais par contre, vous pouvez faire du solde. Et le solde, c'est une action opérationnelle. Donc, vous pouvez choisir entre le court terme et le long terme. Et ça vous donne de ce qui est stratégique et une idée de ce qui est opérationnel. Bien. Quel intérêt pour l'entreprise d'utiliser du marketing stratégique? C'était clair, c'est écrit, hein, donc je peux le lire, parce que c'est la colonne vertébrale, si vous voulez, de toute entreprise. C'est l'ossature. C'est ce qui fait
en principe, vivre et développer une entreprise. Il doit être élaboré avant même de se lancer dans le marketing opérationnel. Et c'est tout à fait logique, parce que c'est à travers votre marketing stratégique que vous allez décliner des plans d'action. D'accord? Le marketing stratégique, d'une manière globale, c'est lui qui va vous permettre votre segmentation, votre ciblage et votre positionnement. Voilà, on se retrouve dans, si vous voulez, je dirais, les piliers, en quelque sorte, de la stratégie marketing. Hein? Surtout, le positionnement. Ce que vos clients pensent de votre produit, de votre service, par rapport à la concurrence. Ce qu'ils ont dans leur esprit comme idée et comme, si vous voulez, notoriété de votre marque ou de votre produit. De créer une valeur répondant à un besoin ou à une attente spécifique de la clientèle. Et quand on dit une attente spécifique, elle doit être originale. Elle doit être unique dans l'esprit du consommateur. Hein? Si je vous pose la question ici pour avoir une idée, si vous voulez, de ce qui est spécifique, alors, que pensez-vous, je vous pose la question, que pensez-vous de la licence fondamentale, option gestion dans l'université Qadi Iyad par rapport à celle de Casablanca? Elle est de qualité. Elle est? Elle est de qualité. J'ai pas entendu. De qualité. Pourquoi? Pourquoi elle est de qualité? Il y a une discipline que tout le monde suit. Non, parce que vous avez entendu? Du Qadi Iyad et plus que la réputation de la fac. Vous voyez, Qadi Iyad, moi je vous ai parlé de Qadi Iyad de l'université. Je ne vous ai pas parlé de la faculté de Qadi Iyad. Hein, ça n'existe pas. C'est une université. Et là, parce que vous ne pouvez, il y a un souci. C'est parce que vous n'êtes pas au courant, hein, même, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes. L'université Hassan II, c'est 3 facultés dans lesquelles on étudie votre licence. Vous avez la faculté de Traq Jdida, vous avez la faculté d'Ain Sba et vous avez la faculté de droit de Mohammedia. D'accord? Le Qadi Iyad, c'est une seule faculté. Il est fait à la licence. Hein, c'est à la fac de droit ou la de sciences juridiques, économiques et sociales. L'université Hassan II, vous êtes 18. Vous êtes 18. Non, je vous donne certaines informations pour que vous puissiez décider. Hein, donc, parce que vous ne pouvez pas décider si vous n'avez pas ces informations. Hein, c'est pour ça que je vous dis le positionnement dans l'esprit du consommateur. Parce que l'université Hassan II n'a jamais évalué et n'a jamais fait de communication sur votre licence. D'accord? Alors, quand vous me dites de qualité, alors j'aimerais bien que celle qui m'a répondu me parle de la même chose. Quelle est la différence entre votre licence et la licence de Qadi Iyad? Ce sont les mêmes modules, les mêmes semestres, la même chose. C'est un diplôme national. Vous allez maintenant faire votre semestre, je ne sais pas, 6, hein, à l'université Ibn Zohr à Agadir, vous allez étudier les mêmes modules, les mêmes. Maintenant, vous pouvez aller sur le site de n'importe quelle université, ils sont 12, Ibn Tufayl, Moulay Ismaïl, celle de Oujda, vous cliquez sur marketing approfondi, vous aurez un cours. Sauf que le professeur, il a étudié
utiliser peut-être un autre programme, hein, parce qu'il n'y a pas un programme identique. Finalement, c'est l'étudiant, selon ce qu'il étudie, comment il l'étudie, comment, etc., le fait. Mais maintenant, le positionnement de votre licence, hein, c'est est-ce qu'un étudiant de la faculté de Tariq Jdida trouve une opportunité pour un master, pour un boulot, pour qu'il soit entrepreneur, mieux que celui de l'Qadi Iyad? Voilà le positionnement. Est-ce que l'université Hassan II, vu ses publications, ce corps des enseignants, comment normalement ils se mouvent au niveau économique, etc., sont beaucoup plus intéressants que ceux de l'Qadi Iyad, où c'est l'inverse. Voilà le deuxième positionnement. Qu'est-ce que vous allez faire, si vous voulez, au niveau, quel est l'avis des recruteurs d'un étudiant de l'université Hassan II, un licencié, ou d'un autre licencié de, je ne sais pas, d'une autre université? C'est ça le positionnement. Donc, si je n'ai pas de critères, je ne peux pas, si vous voulez, faire une, je dirais, démarche en quelque sorte marketing. Maintenant, on est dans une, si vous voulez, discipline qui s'appelle le marketing universitaire ou le marketing de la formation. Et nous avons aussi des concepts marketing. Nous avons aussi un consommateur. Nous avons aussi un consommateur, c'est vous, c'est le client. Mais je peux même aller plus loin. J'ai d'autres clients. Ce sont vos parents, ce sont les entreprises, ce sont les hommes d'affaires qui vous recrutent. Il faut que, si vous voulez, j'analyse leur comportement. Et comme ça, je ferai une offre beaucoup plus intéressante. Et pas parce que je n'ai jamais positionné, si vous voulez, votre licence dans votre esprit. Parce que on n'a jamais utilisé le marketing universitaire au niveau de l'université Hassan II, ni de l'université Qadi Iyad. Et pourtant, vous avez des études, etc. Maintenant, ce qui est important pour nous, si on veut avoir une idée sur ce positionnement, il faut que je fasse une étude, si vous voulez, au niveau de tous les licenciés ou les lauréats licenciés de la faculté. Vous étiez combien l'année dernière? Il y avait combien de licenciés à la fac? 25 000. Non, il y avait combien de diplômés en licence à la fac? Les 200. 3 000. Les 200, 300. Non, pas du tout. Donc, vous voyez que 3 000. vous n'avez même pas les chiffres. Les lauréats, vous êtes, je ne sais pas, hein, donc pour vous donner une idée, savez-vous qu'il y a une, je ne sais pas l'année dernière, je pense même l'année dernière, d'Eroha, savez-vous qu'il y a une grande cérémonie dans un grand club chaque année et pour fêter les licenciés, hein, de la faculté? Oui. Et cette cérémonie, auquel il y a à peu près plus de 500 personnes à chaque fois, parents, hommes d'affaires, etc., lauréats, vous êtes invités même en tant qu'étudiant si cela vous intéresse, parce que vous n'êtes pas, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que vous ne suivez pas l'information, vous ne regardez pas ce qui est votre micro-environnement, ni votre macro-environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, maintenant, qui a déjà envoyé au moins une cinquantaine de demandes pour un stage pour l'été prochain? Pas 50. Personne. Alors que c'est maintenant que vous êtes censé démarrer la recherche. Savez-vous que vous êtes normalement, je dirais, le minimum que vous êtes censé envoyer comme demande, soit physique, des lettres ou des emails,
minimum 200 demandes que vous êtes censé faire pour trouver un stage. Alors, quand quelqu'un envoie à 2 entreprises, deux entreprises. La loi de probabilité. Alors, minimum 200. Minimum 200. Et avec une organisation, avec, je ne vais pas vous dire d'appliquer le marketing, loin de là. C'est tout simplement une organisation. Oui. Non, non, ça, non, non, ça c'est une fausse. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail parce que si j'ouvre cette parenthèse, on ne va pas finir la séance. Reste, je vous dis tout simplement, je vais vous donner un exemple bête, très bête. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais des amis de Dijon, parce qu'on était dans le nord de la France, de Dijon. J'ai eu les vacances, ils ont écrit, hein, c'était au dernier, enfin, quand on était, je pense, en licence à l'époque, ils ont écrit je ne sais pas combien de lettres, hein, pour demander un stage, ou là, un stage de pré-embauche. وخداو leur sac à dos وهبطوا لنيس. نيس بحال قلتي من طنجة هبطتي لأكادير، هبطوا لنيس باش يدوزوا des vacances. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? كيمشيو les endroits, les hôtels, etc. et ils distribuaient main à main هذوك les demandes. Et ben ملي يطلعوا لديجون وسالوا les vacances ديالهم جاهم des tas de comment dirais-je, de demandes, enfin d'offres, si vous voulez, de stages, de pré-embauche, etc. et tout ça. Parce qu'ils ont choisi ce qu'on appelle des villes balnéaires, qui jouent en tant que touristes. Parmi les touristes, il se trouve qu'il y ait des gens, tout simplement, qui sont des entrepreneurs. Ils ont apprécié l'innovation ou l'idée de ces étudiants. Venir passer des vacances et en même temps rechercher. Non. On n'a pas de structure. Et bien à l'époque, il n'y avait pas de structure. C'est très bien. Maintenant, c'est la personnalisation en quelque sorte de ce que vous faites comme action qui va vous permettre. Moi, je reçois régulièrement, hein, donc je recevais, hein, quand j'étais dans un cabinet il y a quelques années, je recevais une vingtaine de demandes donc, par semaine. Et bien, quand vous voyez, je vais le dire en arabe, qu'est-ce que je dis? Quand vous voyez une lettre مكتوبة بواحد الفرنسية، ما كنتيش تعرف تكتب فرنسية، كتب بالعربية كليرمون. الورقة اللي مكتوب فيها زيت العود، ça veut dire كان حاطة حداك ياكل هو زيت العود وطاحت على شي نقطة ومصيفطها هكاك صفرا. C'est du papier ministre، ستيلو بيك، خطرة كيقطع المداد، خطرة كيكتب المداد. جوا صفر، كله مكمش. Comment voulez-vous accepter, si vous voulez, cela? Moi, je parle en termes marketing, en termes esprit. Donc, ça veut dire quand vous faites, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines entreprises qui ne répondent pas. Alors, ils reçoivent ça. Ils répondent là où c'est tout à fait important, logique. Alors, vous êtes en train de vendre un diplôme. Vous allez vous faire vendre votre personnalité, ce que vous êtes, ce que normalement vous espérez l'être. Donc, et tout cela, on le voit à travers de ce que vous envoyez, vous écrivez, de ce que vous faites, etc. Et tout ça, il y a des gens qui étudient tout cela. Eh bien, on choisit le meilleur, je suis désolé. Eh bien, soyez le meilleur. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous cherchez de l'information, si vous comprenez, vous allez vous positionner dans l'esprit du recruteur, comme quelqu'un de très bon niveau de l'université Hassan II. Et malheureusement, on n'a pas cela. Alors, je ferme la parenthèse, hein, donc je continue. On en parlera si ça vous intéresse plus tard, Inch'Allah. Alors, quand on arrive à ce stade,
si vous voulez, on a démarré l'intérêt ou la recherche, si vous voulez, de l'intérêt pour l'entreprise d'avoir du marketing stratégique. C'est vital. Hein? Il n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises. Les petites peuvent en faire sans aucun problème, avec un petit budget. Mais l'absence de stratégie, si vous voulez, c'est une absence de performance automatique. Donc, on ne peut pas avancer si vous n'êtes pas, si vous voulez, doté d'une stratégie marketing efficace. Et en même temps, toute stratégie, si vous voulez, actuellement, hein, donc on parle des choses, si vous voulez, selon l'expérience, etc. et tout ça, elle doit être, si vous voulez, unique et qui a quelque chose qui la différencie, si vous voulez, de toutes les stratégies des autres entreprises. Il faut qu'il y ait un plus. Et ce plus, c'est tout le temps pour les segments que vous avez choisis. Donc, on dit beaucoup plus pour un très bon, si vous voulez, ciblage. Voilà, c'est ça la chose la plus importante. Alors, nous avons aussi, si vous voulez, les niveaux de la stratégie, d'une manière globale. Hein? La stratégie, c'est à long terme, on l'a dit. La stratégie, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle, on appellera, bon, nous allons le voir dans quelques instants, un domaine, hein, se concentrer sur un domaine d'activité. Soit un, soit plusieurs, mais vous avez des spécialités. C'est tout le temps une recherche permanente, si vous voulez, d'un avantage concurrentiel. Hein. C'est un rajout d'une valeur supplémentaire, si vous voulez, pour le client. C'est un plus, hein, une valeur plus. Et c'est aussi, si vous voulez, une stratégie qui ne doit pas être imitée. Hein, donc, si vous voulez, il y a une certaine originalité. Et cette originalité, elle fera de vous quelqu'un d'unique, quelqu'un de craintif, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui, bon, si vous voulez, une stratégie complètement différente. Alors, je prends le domaine sportif et j'essaye de regarder les trois. Vous avez tous suivi Hicham El Guerrouj, d'accord? Quand il était double champion du monde, double je ne sais pas quoi, double etc. Donc, il roulait sur l'or à une certaine époque. Eh bien, parce qu'il a choisi, hein, donc, quelque chose, si vous voulez, pour son image, qui va être unique. On ne va pas trouver un autre Hicham El Guerrouj, impossible. Donc, il est inimitable, sauf si c'est lui qui va former quelqu'un d'autre. Dans son domaine, hein, l'athlétisme, donc battre des records du monde ou battre des records comme ça d'un coup, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a rajouté quelque chose de suprématie. Et bien la même chose pour une entreprise. Essayez de l'identifier, si vous voulez, à un athlète que vous connaissez. Hein, donc quand on parle de Messi maintenant, quand on parle de Maradona, quand on parle de Bill Gates, quand on parle de... Ben, ce sont des gens uniques. Et ils ont trouvé, si vous voulez, des niveaux de stratégie qui sont beaucoup plus importants. Maintenant, si vous prenez une entreprise, vous pouvez faire de la même manière. Bien. Le VIP est aussi je dirais, un élément fondamental au niveau de la stratégie et au niveau de cette, si vous voulez, évaluation stratégique en quelque sorte. Je vous invite, encore une fois, à chercher VIP et stratégie marketing sur Google. Et vous prenez quelques éléments, si vous voulez, de cela. Moi, je vous la donne parce que c'est important, si vous voulez, qui nous permettra de réfléchir longuement sur beaucoup de choses. Alors, généralement,
on considère que la stratégie doit répondre à 3 questions. Elle doit déterminer la valeur qu'elle va ajouter. C'est ce qu'on appelle V. Cette stratégie, si vous voulez, elle doit vous donner une certaine performance unique qui n'existe pas ailleurs. Donc, il faut que l'organisation, si vous voulez, ait un modèle de création unique. Ce modèle, c'est le I, il ne doit pas être imité. Vous mettez des obstacles à l'imitation. Hein? Par exemple, un brevet. Vous allez le déposer et il est interdit de le copier. Vous avez un matériau qui est unique et personne ne sait la composition de ce matériau. C'est votre, je dirais, potion magique, hein, qui n'existe nulle part. Et vous avez le P, c'est-à-dire, si vous voulez, le modèle, il doit créer de la valeur dans un périmètre bien donné. Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle VIP, hein, valeur, imitation et périmètre, qui vont vous faire de votre produit, de votre service, quelque chose d'unique. Et par conséquent, tout ce que vous allez décliner au niveau, si vous voulez, de la politique, de la planification, et ça va être beaucoup plus facile. Alors, ce n'est qu'un élément sur lequel j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Deuxième élément du niveau de la stratégie, c'est ce qu'on appelle le DAS. Hein? C'est très important de le connaître aussi comme élément. Ce sont les domaines d'activité stratégiques. Domaines d'activité stratégiques. Ça, c'est si vous voulez, je dirais, la stratégie marketing en quelques termes. Et vous avez encore 3 stratégies dans une entreprise, 3 types de stratégies. Soit le DAS, c'est ce qu'on appelle la stratégie business, soit la stratégie corporate strategy, soit la stratégie fonctionnelle. Alors, nous allons voir chacun de ces éléments rapidement. Le DAS est l'ensemble des produits ou activités souvent homogènes pour lesquelles l'entreprise peut constituer un avantage concurrentiel. Si vous prenez, par exemple, le domaine d'activité de CTM, c'est le transport. Quand vous dites CTM, c'est le transport. Et pourtant, CTM, elle fait de la poste, elle fait de la marchandise, mais pour nous, c'est le transport surtout de personnes. Parce que c'est comme ça qu'on l'a. Le domaine d'activité stratégique de la CTM, c'est le transport. Si vous prenez par exemple Marionneau, hein, son domaine d'activité stratégique, c'est la vente de produits cosmétiques. On la connaît comme ça, cette enseigne. Elle a un domaine, donc un segment homogène. Tous les gens qui se sont intéressés à la beauté, au bien-être, à la santé, à la biologie, à tout ce qui est odeur, etc., ben, ils vont chez Marionneau. Marionneau, ben, ils vendent le cosmétique. Domaine d'activité stratégique. D'accord? Toujours dans le domaine d'activité stratégique, quelques exemples. Je viens de vous le dire, CTM ou compagnie de chemin de fer, entreprise de transport. Sans domaine d'activité stratégique, transport. Compagnie pétrolière, elle peut fabriquer des tas de choses, du textile, de tout ce que vous voulez, mais ce sera société d'énergie. Si vous prenez fabricant de cosmétiques, je vous l'ai dit, entreprise de produits de beauté. Chaîne de télévision, elle vend du plaisir. C'est une entreprise de loisirs. Constructeur d'ordinateurs, entreprise de traitement de l'information. Qu'est-ce que vous faites avec un ordinateur? Vous traitez l'information. Vous avez les données et vous êtes censé retrouver, si vous voulez, ces données, essayer de les analyser autrement. Donc, vous voyez le domaine d'activité stratégique, si vous l'avez précisé, vous avez déjà des éléments de stratégie.
si je suis dans le domaine de l'énergie, eh ben, j'ai énormément de choses pardon, que je vais essayer de traduire en plan d'action, etc. Mais je suis dans l'énergie. Or, je suis dans le pétrole. Mais je peux avoir de l'énergie, mais solaire. Eh bien, c'est une concurrence. Donc, vous voyez que l'énergie solaire est une concurrence à l'énergie à base du pétrole. Et ainsi de suite. Donc, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai un DAS, j'ai un domaine d'activité stratégique. Quand on parle aussi du DAS, ils sont définis en termes de couple, produit-marché. Chaque, si vous voulez, domaine d'activité stratégique, il a des marchés et il a des produits. Les produits pour les clients, les marchés aussi, les fournisseurs, concurrents, distributeurs et même la technologie. Il va nous demander automatiquement, si vous voulez, de segmenter ce marché. On ne peut pas toucher tout le monde. Hein? Réfléchissez tout le temps à votre situation quand vous avez, si vous voulez, notre DAS à nous, c'est le domaine de l'éducation, c'est de la formation. Mais vous, est-ce que le japonais vous intéresse? Est-ce que la langue, je ne sais pas, chinoise vous intéresse? Je vous pose la question. Oui. Oui. Alors, je réponds à oui tout d'abord. Et pourquoi vous n'êtes pas inscrite? C'est gratuit. Je le suis, monsieur. Hein? Je le suis. Je suis inscrite. Est-ce que vous êtes... Ah, formidable, formidable. Alors donc, vous avez probablement cherché l'information, vous avez trouvé que c'est pas du tout cher et vous êtes inscrite. Est-ce que maintenant vous savez que si vous êtes la première dans votre promotion, vous avez 15 jours gratuitement à Pékin? Oui, monsieur, je sais. Oui ou non? Je vous le savais. Oui. Est-ce que Oui, vous faites quelque chose pour y arriver? oui, travailler chaque jour, au moins 2 heures par jour, le chinois, c'est un travail continu. Ben, c'est formidable, mais vous êtes 5, 6, 7, 8, 20 sur 25 000 de la faculté. Et vous êtes, savez-vous que vous êtes à peu près 45 hein, dans le centre, un chinois, sur 130 000 étudiants. Mais chez Chouma. J'étais étonnée. Et tout est gratuit. Oui, la première Non, parce que, pourquoi je vous dis ça? Vous avez le japonais aussi à Mohammedia. Japonais, hein, donc c'est gratuit. Et vous avez des choses, je dirais, très intéressantes. Et les étudiants passent à côté. Moi, je parle que de la langue. Et vous avez énormément. Et combien parmi vous, hein, vous êtes à peu près 300 ou 400 maintenant, combien parmi vous sont dans une perspective de Erasmus? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va faire le semestre 6 dans une autre ville européenne dans le cadre de Erasmus? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît la dame qui s'occupe d'Erasmus à la présidence de l'Université Hassan II? Non. Eh ben, c'est quoi Erasmus? Eh ben, c'est eh ben, Erasmus, c'est une bourse que vous pouvez avoir pour faire votre semestre 6, soit dans un pays en Espagne, en Angleterre, ou en France, ou dans un autre pays européen, même la Suisse.
Erasmus, vous pouvez même aller faire un semestre 6 de votre licence en Turquie. Et gratuitement, parce que vous allez avoir une bourse. Semestre 6 ou encore un master dans le cadre de Erasmus. C'est de la coopération entre plusieurs universités au niveau européen et africain. Et il y a énormément, moi j'ai des étudiants jusqu'à présent au niveau du master, hein, et j'ai même reçu des Espagnols en licence. Alors, vous ne les connaissez pas, mais il y a certains étrangers qui viennent faire un semestre ici en licence fondamentale. C'est un protocole, tout simplement, mais parce que vous ne cherchez pas l'information. Pourquoi? Parce que maintenant, la plupart d'Erasmus, c'est en anglais. Il faut que vous parliez anglais couramment. Et il faut que vous postuliez, il faut que vous postuliez تقريباً un an avant. Mais parce que vous ne cherchez pas l'information, parce que votre domaine d'activité stratégique, c'est la licence, c'est le local, c'est les 6 modules que vous avez. Vous ne cherchez pas en dehors de tout cela, parce que vous ne voyez pas les concurrents, vous ne voyez pas les autres concurrents, c'est-à-dire les autres étudiants, hein, qui sont Al-Qadiyat, qui sont Ibn Zohar, qui sont etc. Vous ne voyez pas les autres fournisseurs, les autres profs, vous ne suivez pas la nouvelle technologie, les informations, etc. Et vous n'êtes pas adhérent dans une association, par exemple comme l'AISEC, comme je ne sais pas quoi, comme il y a énormément eh bien, vous êtes limité. Eh bien, vous voyez que vous ne pouvez pas vous développer, donc vous n'avez pas de stratégie marketing universitaire, mais vous êtes dans l'action. Eh bien, sans stratégie, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, il faut réfléchir, si vous voulez, dans ce sens-là. Bref, au niveau de la stratégie d'entreprise, je sors de la formation, vous avez normalement, je dirais, plusieurs manières d'élaborer votre business stratégie. Soit la stratégie de domination par les coûts, soit la stratégie de différenciation, soit la stratégie de concentration. Alors, rapidement, la stratégie de domination par les coûts, si vous voulez, c'est quand une entreprise choisit un domaine d'activité stratégique où elle va produire beaucoup pour baisser les prix. Donc, si vous voulez, elle va augmenter ses parts de marché. Elle va bénéficier en quelque sorte des économies d'échelle. Donc, elle va essayer de réduire le prix en produisant énormément, mais elle va jouer sur, si vous voulez, la vente et l'écoulement de produits à prix défiant toute concurrence. Ça, c'est un domaine. Hein. Vous avez un produit, vous avez des marchés, et vous jouez en quelque sorte, si vous voulez, pour avoir cet avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. La stratégie de différenciation, si vous voulez, vous produisez, mais cette fois-ci vous vendez peut-être à prix pas faible, ou encore vous jouez sur la qualité, sur la communication, ou encore sur le conditionnement, ou sur ce qu'on appelle l'achalandage, sur la santé, sur le développement durable. Vous vous différenciez par rapport à vos concurrents. Et là, vous utilisez énormément de marketing. Donc, ça veut dire que vous vous positionnez dans l'esprit des consommateurs d'une manière complètement différente. Ou encore, vous avez ce qu'on appelle la stratégie de niche, ou la stratégie, si vous voulez, de concentration. Hein. Donc, et là, vous allez tout simplement choisir un couple marché, ou une zone géographique, et vous allez vous concentrer sur soit un procédé, soit une zone géographique, soit une technologie, etc., qui va vous permettre
de se concentrer sur un seul domaine d'activité stratégique. Et bien, vous voyez que je ne peux pas parler en quelque sorte, si vous voulez, de stratégie marketing sans, si vous voulez, toute l'information que j'ai sur le micro et le macro-environnement. Et en même temps, sans utiliser, si vous voulez, une stratégie spécifique. Je ne vous ai donné que 3. Hein? Donc, domination par les coûts, différenciation ou stratégie de niche. Retenez que ces 3-là parce que nous allons en avoir besoin plus tard. Alors, je ne vais pas les détailler puisque je viens de vous le dire. Donc, vous lisez. Hein? Je lis que les remarques. Là, vous avez des exemples parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut que j'avance. Une stratégie de prix qui repose sur ce principe est appelée stratégie de volume. Hein? Donc, domination. Vous avez, si vous voulez, une stratégie de différenciation. Je l'ai expliqué, comme par exemple, soit vers le haut, soit vers le bas, vous lisez les exemples. Hein? Donc, c'est une différenciation à travers beaucoup de choses, hein, soit, je ne sais pas, la technologie utilisée, soit les services offerts, soit la qualité que l'on offre, soit le design, soit tout ce que vous voulez. Et vous avez la différenciation, si vous voulez, de focalisation, de concentration sur un produit ou sur un marché. Exemple, dans l'alimentaire, les fruits et légumes sont un segment de celui-ci, par exemple. Hein, donc, vous avez certaines hypermarchés, hein, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Carrefour Gourmet, hein, donc qui est à Bourgogne, vous avez une certaine qualité supérieure, hein, donc, par exemple, la boulangerie à l'intérieur de ce supermarché, c'est Hamoud, et Hamoud, c'est une qualité un peu plus chère et pour certaines catégories. Vous avez énormément de fruits bio. Hein. De temps en temps, vous verrez le kilo, je ne sais pas, de fruits, je ne vais pas citer le nom, qui peut coûter jusqu'à 200 dirhams le kilo. Hein, donc, ça veut dire qu'un seul fruit, vous pouvez l'acheter pour 15 à 20 dirhams. Hein, donc, parce qu'un kilo de ce fruit-là, ou de ces fruits, si vous voulez, c'est à peu près 5 à 6 pièces. Et ça coûte 200 dirhams. Parce qu'il est venu, je ne sais pas où, parce qu'il est conditionné de je ne sais pas comment, parce que normalement, vous l'avez reçu certainement par avion. Hein, donc, vous voyez que c'est une niche. Hein, et il y a certaines personnes qui vont là-bas pour faire leurs courses. Donc, ça pose aucun problème. Les DAS, si vous voulez, toujours dans le cadre, hein, donc, il convient en particulier de différencier 3 à 4 choses qui sont importantes. Les critères de segmentation au niveau utilisé, si vous voulez, pour définir le marketing mix, hein, au niveau du DAS, c'est des groupes ou des sous-groupes ayant des besoins, si vous voulez, à peu près les mêmes. Pas tout à fait les mêmes, mais qui sont légèrement différents. Et quand on a un domaine d'activité stratégique, avec, si vous voulez, des groupes d'individus dont les besoins sont légèrement différents, eh ben, on a un marketing mix aussi différent. Donc, le marketing mix, ou le plan d'action que nous allons voir la séance prochaine, il a certainement, si vous voulez, des nuances sur lesquelles on peut construire notre plan. Et les critères de segmentation, si vous voulez, stratégiques, qui permettent de diviser les activités d'entreprise en segments homogènes. Donc, nous n'allons pas traiter une seule clientèle, mais plusieurs clientèles de sensibilités différentes. Donc, dans ce cas-là, on parlera de la segmentation stratégique. Hein, donc, c'est tout à fait autre chose. La deuxième, si vous voulez, je dirais stratégie, hein, donc on a la stratégie
à faible coût. Et la stratégie, la deuxième, c'est la stratégie, si vous voulez, de corporate strategy. C'est le choix de l'entreprise, si vous voulez, qui va se concentrer sur une seule activité. D'accord? On va se spécialiser. On ne va pas se diversifier. Et dans ce cas-là, on va avoir, si vous voulez, je dirais, plusieurs sortes de diversification, verticale, horizontale, totale, ou tout ce que vous voulez. Et là, on va avoir une feuille de route stratégique pour l'entreprise. Vous le lisez, hein, donc j'espère que vous allez comprendre tout cela. Quand on parle de vertical, hein, c'est ici, c'est comme l'automobile. Vous avez une activité d'origine au milieu, c'est l'automobile, mais on va se diversifier d'une manière verticale, hein, en intégrant en aval ou en amont certaines activités qui rentrent dans la fabrication de l'automobile. Donc, on devient des concessionnaires, des vendeurs avec des showrooms, etc., ou on devient tout simplement des fabricants de portes, de câblages, de guidons, de roues, de tout ce que vous voulez. Donc, on essaye de diversifier, si vous voulez, l'activité, hein, d'une manière verticale. Horizontale, vous connaissez Ducrot ou les épices, hein, donc, qu'est-ce qu'on a? On a des épices, mais on a une diversification horizontale, avec, si vous voulez, une déclinaison des épices, moulues, non moulues, à craquer, à je ne sais pas comment, si vous voulez, en verre, en sachet, en tout ce que vous voulez. C'est une diversification horizontale. Hein. À chaque fois, on peut décliner, si vous voulez, je dirais, stratégie, mais d'une manière tout simplement différente. Alors, la stratégie fonctionnelle, elle concerne les fonctions de l'entreprise. Hein, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, ce qu'on appelle une stratégie opérationnelle. Il s'agit tout simplement d'une stratégie par fonction, soit la production, hein, soit les ressources humaines, soit commerciales, etc. Donc, j'utilise une politique ou une stratégie globale de l'entreprise, mais je la diversifie en fonction des fonctions de l'organisation. Alors, à chaque fois que l'on souhaite, si vous voulez, suivre en quelque sorte une certaine stratégie, on est dans ce sens-là. Bien, alors on arrête là. Je vous envoie jusqu'ici, jusqu'au 4. Hein, donc, si vous rappelez, hein, aujourd'hui, nous avons jusqu'au 4, c'est-à-dire les niveaux de la stratégie. Mardi prochain, nous allons commencer par comment s'y prendre pour utiliser une certaine stratégie. Et nous passerons à notre séance. Alors, d'ici là, je vais vous envoyer comment dirais-je, les 2 slides de la séance, je pense 4 et de la séance 5, plus, si vous voulez, quelques éléments pour la lecture. Je vous souhaite une bonne journée et à mardi, Inch'Allah.